Alors, donc on va laisser la place à notre collègue Raphaël Navarro qui va donc nous parler de la guerre et des états post-traumatiques. Donc je pense que c'est un terme qui est largement véhiculé aujourd'hui depuis une trentaine d'années. C'est vrai que moi quand j'entends stress post-traumatique, voilà, c'est ma culture des années 80, je pense toujours à Thomas Magnum. Je ne sais pas si vous vous rappelez la série Magnum avec Tom Selleck et sa célèbre moustache. Eh ben, c'était un détective qui avait fait le Vietnam et dans la série il avait des flashbacks et il voyait des scènes de guerre et ça le mettait effectivement dans un état de stress post-traumatique. Donc, à chaque fois je pense à Magnum, donc je salue Tom Selleck s'il nous entend. Mais je vais laisser tout de suite la parole à Raphaël qui va certainement mieux en parler que moi. Oh, je vais essayer, en tout cas, merci de votre accueil. Alors, le premier point que j'avais envie de partager avec vous, c'est la capacité d'amnésie que peuvent avoir les êtres humains. C'est-à-dire, cette amnésie, si on prend trois dates, la guerre de 1860, la guerre de 70, la guerre de 14 et la guerre de 39, on peut se dire, sans être un grand génie, comment on a pu massacrer autant d'individus sur une aussi brève période, avec des sophistications d'armement, etc., sans que ça interroge le collectif davantage. C'est-à-dire sans que cette préservation de la vie humaine soit pas l'épicentre des réflexions collectives. Dans le sens de Jung et de cet inconscient collectif qu'il évoque et que vous connaissez, qui doit vous parler vraisemblablement. Alors, ça c'est la première remarque, cette dimension d'inconscient collectif qui fait que finalement ça se répète. Malheureusement, alors on va invoquer des pulsions, etc. Il se trouve que moi, quand j'avais 7 ans, j'ai traversé une période de guerre quand j'étais à Chypre pendant l'invasion turque et j'ai vu l'horreur de la guerre. La brutalité, c'est-à-dire que quand il y a une guerre, on ne reçoit pas d'AR, on ne reçoit pas de coups de fil, on ne reçoit pas de SMS, on reçoit... Voilà, en matin, c'est le chaos. Mais c'est vraiment le chaos. Et après cette expérience imposée, je me suis retrouvé avec des gens qui me disaient « Ah, il vous faudrait une bonne guerre » quand j'avais 10-12 ans. Et je me disais « Mais comment ils peuvent être à ce point dans une espèce de solitude absurde de pensée. C'est-à-dire comment on ne peut pas... Moi je l'avais vécu, donc j'avais pas beaucoup de mérite d'avoir subi même le sang dans le caniveau, enfin les horreurs que ça induit. Et voilà, il vous faudrait une bonne guerre. Dans les années 80, c'était une phrase qui était répétée au regard d'une relance économique que ça pourrait engendrer éventuellement et une espèce de mobilisation qu'on pourrait avoir à travers cette phrase sur la conscientisation aiguë qu'on aurait de la chance de vivre en paix. Voilà, on est encore dans cette histoire-là. Alors bien sûr, la réflexion de Madame sur l'énergie est très juste. Évidemment qu'il y a une guerre de l'énergie et qu'elle envahit l'Europe, bien sûr. Mais je crois que ce qu'il ne faut jamais décorréler quand on parle de guerre, c'est pour ça que ça me rend dingue ces types sur BFM qui se marrent quand ils parlent de la guerre, à titre personnel, c'est que la guerre, c'est du sang dans le caniveau, c'est des impacts de balles dans les corps humains, c'est absolument violent. Et si vous avez envie d'avoir une idée de cette violence, vous vous rappelez la tête de François Hollande quand il sort du Bataclan, il est livide. Il n'est pas livide parce qu'il est palichon et parce qu'on l'a mal maquillé, il est livide parce qu'il n'a pas d'expérience de la guerre, tant mieux pour lui, et du coup il est instantanément impacté par les images des cadavres du Bataclan, et qui sont tous blessés par arme de guerre. Donc voilà, ça c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que c'est les hommes qui font la guerre et ce n'est pas les femmes. Donc il faudrait quand même qu'on s'interroge sur cette dimension-là, parce que je pense qu'elle est quand même sacrément importante. Alors, là je vais vous donner pas mal d'infos, alors j'espère que... Alors, sur cette conséquence de la guerre, naturellement,
le drame absolu, il nous a fallu du temps pour l'identifier, c'est les syndromes de troubles de stress post-traumatique. Ils sont connus depuis des millénaires, paradoxalement, mais il aura fallu plus d'un siècle aux médecins pour le considérer comme une maladie nécessitant un traitement spécifique, au même titre que les pathologies traumatiques que nous sommes habitués à rencontrer. Alors, comme toujours et avec le temps, l'histoire nous apprend, nous renseigne et nous donne la perspective de compréhension. On a toujours une grande difficulté à être dans une certaine réflexion instantanée. Il faut ce que tu disais, Esther, il faut 100 ans pour l'évolution et c'est tragique, mais c'est ainsi. Alors, dans ces TSPT, nous allons identifier l'histoire, comment ça s'est construit, ces fameux TSPT, troubles, syndrome post-traumatique, qui était avant, qui portait un autre terme, qui était l'état de trouble post-traumatique. C'est-à-dire qu'il y a 15 ans, c'était état, donc ça, et en fait, il y a eu une évolution de la terminologie qui est devenue trouble. Ce qui est assez intéressant à mon sens, parce que cette notion de trouble, elle donne un espoir de l'éphémère. Elle fiche pas un état. Il y a, dans le mot état de syndrome post-traumatique, il y a quelque chose qui va figer. Dans le terme de trouble, on peut espérer une amélioration. Mais on va voir, c'est vraiment pas si simple. Donc on va voir l'impact sur les deux guerres mondiales et le Vietnam, puisque finalement ça a été assez récent, qui fut le point d'orgue de la compréhension de ce trouble. Et par la suite, on va identifier les solutions de traitement et de guérison. Et on verra, si on a le temps, les deux expériences que j'ai eues à l'hôpital Robert Picquet, à l'hôpital des armées de Bordeaux, à travers 2 soldats en entretien, il y a une quinzaine d'années dans le cadre d'un DU en addictologie. Et on verra aussi que souvent, avec ces fameux TSPT, troubles de syndrome post-traumatique, il y a des liens en addictologie qui se font. C'est-à-dire que c'est tellement insupportable de revenir avec ces fameuses images un peu violentes, et je m'en excuse, que j'ai essayé de vous donner, du sang qui ruisselle dans le caniveau. Eux, ils vivent ça tous les jours. Et eux, c'est leur métier. Donc leur métier, c'est de voir ça. Donc forcément, quand cérébralement, ça ne passe plus, eh bien, en général, ils ont une consommation extrêmement forte, soit de produits stupéfiants, soit d'addiction sans substance. Ils se mettent à jouer, ils se mettent dans des logiques, en tout cas très addictives, pour pouvoir essayer de gommer, de mettre en suspension l'impact de ces drames. Alors en fait, ce qu'on identifie quand on fait un peu une machine arrière, c'est que malgré la fin des combats, les champs de bataille n'avaient pas quitté les soldats. Ils ont toujours été hantés par leurs souvenirs, leurs cauchemars et leurs dépressions. Alors ce qu'on identifie aussi dans l'histoire des TSPT, c'est qu'il y a des troubles de l'élocution et il y a des pertes de capacité à se concentrer. En fait, on parle de fantômes de la guerre. L'origine de ces troubles, de ces fameux TSPT, elle remonte aux symptômes des soldats, mais qui ont été révélés en Irak il y a 3000 ans, en Mésopotamie, grâce à la civilisation sumérienne, qui est la première civilisation à posséder l'écriture, qui fait passer l'individu de la préhistoire à l'histoire. Et chez Sumer, on retrouve des traces écrites en cunéiforme, cette écriture de l'époque, qui précise que ces soldats étaient possédés par des fantômes. Donc je pense que les Sumériens avaient absolument tout compris, c'est-à-dire que un TSPT, c'est une manifestation fantomatique, qui est liée à un trouble réel, bien entendu. Cependant, aujourd'hui, s'ils étaient soignés, naturellement, on parlerait par des psychiatres, on parlerait de troubles de stress post-traumatique. Alors, ce diagnostic, il prend racine dans le combat. La communauté médicale reconnaît aujourd'hui que le TSPT affecte de la même façon civils et militaires. C'est-à-dire que les gens qui ont été impactés au Bataclan, directement ou indirectement, ont majoritairement subi des troubles de syndrome post-traumatique. Les patients sont diagnostiqués au niveau du diagnostic d'un TSPT lorsqu'ils développent des symptômes intrusifs
qui affectent leur capacité à garder le contact avec le présent après avoir vécu un événement traumatique, en avoir été témoin ou même parfois en avoir été informé. C'est-à-dire qu'il y a un niveau d'information qui fait que ça peut être trop violent. D'où cette délicatesse, mes chers confrères et consoeurs, quand on a un patient à qui on veut donner une image un peu forte, on lui dit « attention, ce que je vais vous dire va être violent ». Quand on prend cette précaution de langage, on le préserve nécessairement. Donc, un événement est dit traumatique ou traumatogène lorsqu'une personne s'est trouvée confrontée à la mort, à la peur de mourir ou à de graves blessures, ou lorsque son intégrité physique ou celle d'une autre personne a été menacée. Donc, évidemment que tout ce qui est violence sexuelle entre désormais dans cette catégorie de TSPT. Alors, il aura fallu des centaines d'années et l'avènement des guerres à l'échelle industrielle, ce que disait notre ami Jean-Claude, sur cette augmentation industrielle de la guerre, finalement, je crois que c'est le mot que vous avez employé, pour que la société reconnaisse les effets physiques et psychologiques désastreux causés par le fait de vivre un événement traumatique, d'en être témoin ou d'en prendre conscience. Les historiens de la médecine ont répertorié de nombreux témoignages de maladies qui entreraient aujourd'hui dans la catégorie des TSPT. Il y a par exemple, alors toujours dans l'histoire, la description par Hérodote d'un guerrier athénien devenu aveugle après avoir été témoin de la bataille de Marathon en 490 avant notre ère. Donc gardez à l'esprit, on a Sumer qui nous informe qu'il y a 3000 ans ça existait, et on a Hérodote qui nous informe qu'il y a 490 ans ça existait, 490 ans avant notre ère. Ou le monologue shakespearien, déclamé par Lady Percy dans l'acte 1 de la pièce Henri IV, dans lequel elle évoque les insomnies de son mari et son incapacité à jouir de la vie après une bataille. Arrivent ensuite les descriptions plus modernes, comme celle des combattants de la guerre de sécession, qui avaient développé ce que les médecins appelaient à l'époque le soldier earth, en français, le cœur de soldat. Donc on se rend compte que chaque fois, que depuis quasiment depuis la nuit des temps, depuis l'histoire, la naissance de l'histoire, il y a cette prise de conscience, cette appréhension du traumatisme de guerre, mais qu'il a fallu très peu de temps pour pouvoir l'intégrer au niveau mondial. Alors que les premiers à étudier ce mal lui cherchaient une origine physique, il faut attendre les années 1880 pour que des psychiatres associent les symptômes au cerveau. En ces temps-là, les femmes qui laissaient paraître des émotions véhémentes étaient diagnostiquées hystériques. Alors ça, c'est intéressant. Une affection prétendument causée par l'utérus lorsque le neurologue français Charcot identifia les symptômes similaires chez les hommes. Donc Charcot bosse sur l'hystérie, vous le savez. Et à un moment, il se rend compte qu'il y a des pathologies analogues à l'hystérie chez certains de ses patients. Il décide de les lier à des événements traumatiques, il regarde et il voit que c'est des types qui sont revenus du front, etc. Et il comprend que ce n'est pas une fatalité biologique, et du coup le terme hystérique traumatique est né. Donc le Charcot finalement est le premier dans nos contemporains à employer le terme d'hystérie traumatique. À l'époque, naturellement, il fait avec les outils qu'il a, et qui va être finalement la première identification du TSPT contemporain, de notre actuelle classification, sachant que rien n'est figé. C'est-à-dire que naturellement, cette conf, dans 3 ans ou dans 4 ans, elle est achetée. Parce qu'il y aura des nouveaux éléments, parce que ça aura beaucoup moins de sens que ça peut en avoir éventuellement aujourd'hui. Donc dès le départ, ce concept de traumatisme, il est étroitement lié à la faiblesse féminine. C'est ça qui est quand même intéressant, c'est-à-dire que les hommes font la guerre et ils disent que c'est un problème féminin. Et il y a une femme qui nous informe, qui s'appelle Marie-Catherine MacDonald, qui est une historienne du TSPT. Marie-Catherine MacDonald, si vous avez envie de regarder. Elle est professeure adjointe de philosophie et d'études religieuses à l'université Old Dominion aux États-Unis. Lorsque la Première Guerre mondiale éclata, elle remet en question l'idée selon laquelle la stabilité psychologique était une affaire de caractère personnel, de masculinité et de force morale. C'est-à-dire qu'on retrouve bien cette dimension paradoxale qu'il y a dans la guerre, c'est-à-dire qu'on en appelle à la force physique, également ce qu'évoquait Jean-Claude, avec une sophistication du déploiement de la force physique, la création des armes, on ne se bat plus à l'épée, mais avec des armes à longue portée. On n'a plus des pantalons rouges pour monter au feu, mais on a des vêtements camouflage pour pouvoir se cacher. Donc on préserve d'une certaine manière la vie du soldat contemporain, mais on le rend plus meurtrier dans sa capacité de déploiement. Donc, grâce à cette fameuse Catherine MacDonald, des millénaires de pensées réductrices vont voler en éclats.
Et on va voir qu'il y a 3 temps forts qui vont structurer la compréhension contemporaine du TSPT, la guerre de 14, la guerre de 39 et le Vietnam. Donc la guerre de 14, c'est un vrai choc, puisque c'est cette fameuse guerre des tranchées, raid aérien, gaz de combat, donc c'est vraiment une guerre où l'ennemi est face à face, et on l'appelle, naturellement c'est un pléonasme, la sale guerre. Ils survivent, mais dans une silencieuse douleur. Donc pour faire face à cette situation, le domaine de la psychiatrie de guerre a dû se développer rapidement. De fait, un nouveau terme a été inventé pour décrire une variété de blessures psychologiques, des tics du visage aux problèmes d'élocution. Ils ont baptisé ça le choc des tranchées. Donc chaque époque, vous voyez, il y a son petit terme qu'on emploie pour pouvoir dire, on ne sait pas forcément trop ce que c'est, mais on va dire c'est ça, quoi. Donc eux, ils appellent ça le choc des tranchées. Il faut savoir qu'à cette même période, en 14-18, quand la guerre se termine, il y a 400 000 personnes qui sont accros à la morphine. C'est-à-dire que tous les types montent chargés au front, ils sont défoncés parce que c'est insupportable. Derrière, dans les arrière-lignes, ils augmentent les productions de morphine parce que les mecs sont accros et donc il faut les livrer. Et du coup, on a ce traumatisme extérieur identifié par les psychiatres qui est le choc des tranchées. Il y a un second traumatisme qui va avoir lieu, c'est qui est référencé par la préfecture de police de l'époque, c'est 400 000 personnes accros à la morphine. Donc fin de 14-18, les soldats survivants, je ne sais pas si vous aurez réalisé le chiffre, ils sont anéantis. Alors que certains d'entre eux suivaient une forme rudimentaire de traitement psychiatrique, ils étaient largement dénigrés dans l'après-guerre. Donc, comme l'écrit l'historienne Fiona Reid, le traitement du choc des tranchées faisait constamment appel à la discipline au sein d'une armée qui avait du mal à concilier ses idéaux de courage et d'héroïsme avec la réalité. De simples hommes atteints de blessures invisibles. C'est-à-dire que cette injonction paradoxale qui fabrique les guerres, qui fait que, encore une fois, un homme, pas une femme, donc c'est vraiment un truc d'homme, hein, j'allais dire un problème d'homme, doit être fort, doit être héroïque, doit être dans une position sacrificielle pour pouvoir être le plus louable possible, et ça vient en paradoxe total, avec la réalité, qui est celle que je vous décrivais au tout début de cette conf, et que j'ai constatée avec des patients à l'hôpital des armées, où j'ai eu la chance de faire ce fameux stage. C'est-à-dire que vous prenez des types qui sont des héros absolus dans l'imaginaire collectif par rapport à leur régiment, et des tireurs d'élite, je pense à un tireur d'élite, donc qui est le fleuron du régiment parce que voilà, il est embelli de sa mission, et le type, à un moment donné, au bout de 10 ans, on ne sait pas pourquoi, il ouvre la lunette de son arme, et là, il a une hallucination visuelle, et ça a beau être toute l'élite représentative de l'armée, il ne supporte plus ce qu'il voit, au point que ça lui provoque une hallucination visuelle dans la lunette de son arme. Donc, c'est vraiment ces blessures invisibles. Hein. Alors, ensuite, à l'aube de la Seconde Guerre mondiale, les psychiatres avaient pris conscience des conséquences du combat sur la santé mentale, et en est arrivé à la conclusion qu'ils avaient envoyé à la guerre précédente un trop grand nombre d'hommes prédisposés à l'anxiété et aux troubles névrotiques. Donc, ils se disent, en gros, dans la deuxième étape, finalement, c'est qu'on a mal recruté. Si on recrute bien, on n'aura plus de problème. Donc, lors des phases de recrutement pour la Seconde Guerre mondiale, 12% des soldats furent jugés aptes au combat, contre 2% seulement pour la Première Guerre mondiale. Malgré cette sélection, la Seconde Guerre mondiale fit des ravages, naturellement, et le nombre de soldats souffrant de symptômes de TSPT fut multiplié par 2 par rapport à la première. Cette fois, les spécialistes utilisaient les termes, donc encore une nouvelle terminologie, décompensation psychiatrique. Donc, fin de la Seconde Guerre mondiale, on prend le curseur linguistique et on parle de décompensation psychiatrique, on parle d'usure au combat. D'accord ? Donc le terme est intéressant encore, et là apparaît le terme névrose de guerre, pour qualifier leurs troubles. Donc les autorités militaires estiment que le retrait des soldats des zones de combat ou le traitement à l'aide d'injections de solutions médicamenteuses telles que des barbituriques, par exemple, qui ont des propriétés sédatives, vont suffire à soulager la détresse psychologique. Naturellement, on sait bien que ce n'est pas suffisant. Donc, à titre d'exemple,
quantitativement, sur 16 millions de combattants, près de 1,4 million furent traités pour cette fameuse usure au combat pendant la guerre, et cette affection fut responsable de 40% de l'ensemble des démobilisations. Donc c'est considérable. Donc naturellement, cette prise de conscience des TSPT grandit. Quant à l'omniprésence des blessures psychiatriques pendant la guerre a suscité une plus grande compassion dans les approches des vétérans traumatisés. Dans les situations de guerre moderne, le soldat souffre d'une privation dont il est difficile de trouver un équivalent dans toute autre situation de vie civile ou même primitive, écrivait le psychiatre Abraham Gardiner dans son livre paru en 1941, The Traumatic Neurose of War, qui a contribué à changer les opinions sur ce qui est aujourd'hui appelé les troubles de stress post-traumatique. Donc, malgré cette prise de conscience des troubles induits par le combat et les études qui attestent de la longévité des effets de la guerre, les soldats se heurtaient toujours à une vision archaïque de leur capacité à rebondir après un épisode de détresse psychiatrique lié aux affrontements. C'est-à-dire que chaque soldat se dit « c'est pas grave, demain j'y retourne » en gros. Et là où ça va être vraiment caricatural, on y arrive, c'est avec le Vietnam. Donc pendant le Vietnam, il y a un principe de réalité qui arrive définitivement, c'est on nomme le TSPT. C'est-à-dire que le Vietnam ravage tellement la population avec les vétérans du Vietnam qu'on accepte enfin numériquement de se dire qu'il y a quelque chose. Donc il y a une inclusion de formes de diagnostic de troubles de comportement de guerre dans le DSM qui apparaît en 80. Donc en 80, le trouble de stress post-traumatique fait son entrée en tant que diagnostic dans la 3e édition du DSM. 12 ans plus tard, l'Organisation mondiale de la santé intègre sa classification internationale comme une maladie. Donc on a évolué enfin, donc on est en 1992, et en 92, le TSPT est considéré comme une maladie. C'est-à-dire qu'on arrive enfin à y voir clair. Enfin, si vous imaginez depuis Sumer, quand même. C'est quand même ahurissant. Mais on y voit clair parce que quantitativement, nous et tous les psys de la planète, ou tous les philosophes, ou tous les gens qui s'intéressent à la psyché humaine, se disent c'est pas possible. C'est-à-dire que et probablement c'est ce qu'on va avoir avec l'Ukraine. Probablement. C'est pour ça que j'ai voulu faire cette conf aujourd'hui. En 92, il faut savoir qu'Israël a appelé cette pathologie TSPT, état, à l'époque ils appelaient ça état de trouble post-traumatique, en 81, et c'est reconnu mondialement, donc la France y va en 92. Mais en 81, Israël le reconnaissait. Voilà, alors une autre parenthèse, c'est reconnu comme des blessures de guerre dans l'armée française. C'est-à-dire que, en fait, ils ont enfin compris qu'il y a plusieurs types de blessures, il y en a deux, il y a les blessures physiques et les blessures psychologiques. Donc c'est une blessure de guerre. Il n'y a pas de distinguo maintenant. Donc la définition actuelle du TSPT est plus inclusive que jamais, et l'affection est désormais également reconnue chez les personnes ayant subi, ce que je vous disais précédemment, des abus ou violences sexuelles, une crise sanitaire, une chirurgie traumatisante, un deuil, une fusillade, un accident, un attentat, etc. Le TSPT est associé à un grand nombre de symptômes, parmi lesquels des flashbacks. Alors ça c'est important, c'est vraiment la symptologie du TSPT. On a des flashbacks, on a des cauchemars, donc les types dorment pas, quoi. Forcément ils ont des sommeils ultra agités, une hypervigilance, des problèmes de concentration, une amnésie et une dissociation des pensées négatives personnelles ou pour autrui. Donc au niveau symptologique, flashback, c'est vraiment des symptômes qu'on retrouve chez tous ces patients. Cauchemar, hypervigilance, ils sont obsédés, quoi. Vous voyez, ils traversent la rue, ils regardent 3 fois si c'est rouge. Enfin, c'est vraiment très, très envahissant. Des problèmes de concentration, une amnésie, une dissociation, des pensées négatives personnelles ou pour autrui, et bien souvent, le tout s'accompagnant de consommation de drogue, d'alcool, d'addiction sans substance, qui vise à créer une zone d'apaisement pour le patient.
C'est-à-dire que forcément, c'est tellement insupportable qu'il lui faut une zone d'apaisement. Alors, le problème qu'on a avec ce type de patient, c'est que j'ai pris ça, il y a une conférence d'un très bon psy, d'un très bon neuropsy, qui montre ce que ça donne au niveau des dégâts cérébraux. En imagerie médicale, donc en fait vous avez, ça c'est, je ne sais pas si vous voyez, c'est un cerveau, c'est votre cerveau, c'est mon cerveau, c'est un cerveau normal, et en dessous, c'est une imagerie médicale de quelqu'un qui a subi un TSPT. Donc la petite zone jaune, c'est le fonctionnement du cerveau après un TSPT. Autrement dit, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'activité. Donc la difficulté qu'on a, nous, dans notre métier, ça c'est très récent, hein, ça date de 2018, c'est un neuropsy ultra intéressant qui s'appelle McDonald, un Américain, qui essaye d'avoir des fonds, parce qu'il a trouvé un moyen curatif des TSPT, qui est l'association de MDA, la molécule de l'ecstasy, avec de l'hypnose. Et il se rend compte qu'en croisant, donc c'est vraiment de la recherche fondamentale, en croisant MDMA ou MDA et de l'hypnose, donc une molécule finalement qui renarcissise chimiquement, mais au moins qui renarcissise, plus de l'hypnose, on arrive à pouvoir diminuer toutes ces problématiques de traumatisme, à faire revivre les zones d'amnésie, etc. Donc il y a beaucoup d'infos sur lui sur YouTube, dont est extrait cette image, mais ce qui était important pour moi que vous identifiez bien, c'était que, en fait, la zone de la communication avec ces patients-là, la zone de la parole dans le cerveau, elle n'est pas mobilisée. Donc on a un double problème avec ces patients, sur lesquels on doit faire, nous, un boulot inventif, créatif, etc., qui consiste à les amener à une prise de parole en sachant que neurologiquement, ils ont chimiquement pas la possibilité. C'est vraiment important. C'est-à-dire que c'est même plus de la bienveillance, quoi. C'est un cran au-dessus, quoi. Donc, alors, il y a tout un courant d'études et de pensées qui tentent à évoquer le fait que l'ADN serait marqué par les TSPT. C'est une info importante, mais on est toujours au stade de quelque chose de très embryonnaire, hein, en ce moment avec ces neurosciences. Donc, naturellement, à prendre avec des pincettes. C'est-à-dire que les mecs, ils posent le pied sur la Lune, ils ont l'impression d'avoir découvert l'univers. Donc, pour l'instant, ils ont juste le pied sur la Lune. Mais a priori, il y aurait ça marquerait l'ADN, ce qui n'est pas nécessairement absurde. Donc, il y a plusieurs études, dont une de 2018, qui analyse les descendants des survivants de camps de prisonniers de guerre de sécession dans les années 1860 aux États-Unis, et qui montrerait que les descendants de ces personnes traumatisées, polytraumatisées, ont leur ADN qui est vraiment marqué. Alors naturellement, on s'est intéressé à l'Holocauste, et a priori, il y aurait une proportion d'hormones du stress qui serait différente du reste de la population. D'autres chercheurs comme Jessica Graham-Lopresti luttent contre la restriction du diagnostic. Alors ça, c'est intéressant, son boulot. Elle s'appelle Graham-Lopresti, et elle dit qu'il ne faut pas être restrictif dans cette dimension des TSPT, et elle s'intéresse aux effets du racisme systémique sur les Afro-Américains. C'est-à-dire que ça continue quand même, ça aussi. Donc, les Noirs américains sont, vous savez, quand même très régulièrement et majoritairement victimes de racisme, un racisme qui prend plusieurs formes. Et elle, ce qu'elle nomme aujourd'hui, c'est que les personnes de couleur qui présentent de nombreux symptômes rappelant ceux du TSPT en réponse à la fréquence et l'omniprésence du racisme. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des micro-traumatismes qui s'ajoutent. Et du coup, ces micro-traumatismes, là c'est ce qu'expliquait très bien Nasio, le docteur Nasio, on peut avoir un énorme traumatisme. L'obus tombe ici dans la pièce maintenant,
on est tous secoués si on s'en sort, mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on est tous traumatisés après. Un traumatisme. Mais si tous les matins, tous les midis et tous les soirs, on vous insulte, on vous raille, on vous donne des coups d'épaule, vivable. Donc elle identifie, et c'est intéressant ce point de vue, elle identifie ces micro-traumatismes dans la population noire afro-américaine comme étant une source de TSPT. Vous voyez, en fait, on a vraiment une vision qui s'est extrêmement élargie sur les TSPT. Donc pendant que Graham Lopresti travaille sur la relation entre le racisme et le TSPT, ses collègues entrevoient les effets potentiels d'une autre pandémie, le coronavirus. Les psychiatres se préparent au déferlement de patients traumatisés à la fois par le fait d'avoir survécu à la maladie. Ce qui est toujours important dans le traumatisme du TSPT, c'est qu'il y a être impacté directement ou avoir survécu. C'est-à-dire que c'est vraiment une espèce de posture de trauma bicéphale. Soit on vit le trauma, le sang dans le caniveau, soit on se dit ils sont tous morts autour de moi, mais je m'en suis sorti. Et je m'en suis sorti devient une autre forme de traumatisme. Donc dans le sillage de l'épidémie de SRAS à Hong Kong en 2003, certains malades et soignants avaient développé un trouble de stress post-traumatique et plusieurs études montraient que les personnes mises en quarantaine présentaient davantage de signes de TSPT que les autres. Néanmoins, cela ne signifie pas que toute personne confrontée à un événement traumatique développera un TSPT ou que celles l'ayant développé ne parviendront pas à retrouver l'apaisement et la joie. À l'instar d'autres maladies chroniques, la rémission existe à mesure que la discipline progresse. Les chercheurs redécouvrent le cerveau à travers ces tentatives héroïques de se soigner lui-même après des événements traumatiques. C'est-à-dire qu'on découvre aussi les capacités qu'a le cerveau de pouvoir d'une certaine manière s'auto-guérir. Donc, naturellement, c'est plus facile avec vos interventions, avec nos interventions, qu'en restant le passant tout seul dans un champ. Alors, les traitements... Oui, une parenthèse sur les témoins directs ou indirects d'actes de terrorisme. Il y a plusieurs enquêtes épidémiologiques qui sont récentes, qui ont conduit en France en collaboration avec des équipes de l'INSERM. Ainsi, 6 à 18 mois après les attentats de janvier 2015, Charlie Hebdo, l'Hypercacher, Montrouge, Dammartin-en-Gouel, 18% des témoins présentaient des TSPT avec une prévalence allant de 3% parmi les témoins à proximité et jusqu'à 31% chez les personnes directement menacées. Cette étude, elle s'appelle Impact, si vous voulez la retrouver. C'est assez édifiant. Hein. C'est-à-dire que dans cette étude, il y a également le fait d'avoir une survisualisation des images. Donc le syndrome BFM qui tourne en boucle, naturellement, cérébralement, c'est pas formidable. Si on peut alterner avec Eric Satie, c'est pas mal. Beaucoup de choses. Mais voilà, en tout cas, cette répétition d'images extrêmement violentes. Je repense au Twin Tower. Moi, j'ai des images très bouleversantes de personnes qui sautaient de la tour en flammes. On se tait, on n'en parle pas entre nous. On devrait en parler. C'est des images traumatiques. C'est-à-dire qu'on s'est fait des cures d'images traumatiques. Donc, naturellement, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais on coupe BFM, ou on casse la télé, on peut écouter Satie, si on a envie. Une autre étude conduite à la suite de cette série d'attentats décrit que la population générale pouvait avoir développé un TSPT sans avoir été directement témoin ou concerné personnellement par des événements, c'est ce que je vous dis. Le temps passé à visualiser les images de ces attaques à la télévision était associé à un risque accru de développer des symptômes de stress post-traumatique. Alors, le diagnostic, toujours gardez bien en tête cette dimension de reviviscence, elle va avec l'évitement. C'est-à-dire que, on le voit bien dans l'imagerie médicale de McDonald, il y a vraiment tout le cerveau chez un individu classique qui fonctionne. Enfin, les zones du cerveau, par imagerie médicale, on les voit vraiment avec une activité traditionnelle. Et quand il y a le syndrome de stress post-traumatique, c'est éteint, dont la zone de la parole. Donc il va falloir, comme le patient le sait, comme la victime le sait,
il va être dans un évitement sans arrêt. Et du coup, il faut mettre en place naturellement des outils pour pouvoir lui permettre de pouvoir être dans une conscientisation grâce au verbe et pouvoir être enfin dans l'évocation. Naturellement, ça fonctionne par rapport à cette dynamique épouvantable que nos patients peuvent avoir. Ça fonctionne avec une médication, le déroxate marche bien, donc la prescription de déroxate, c'est un truc qui fonctionne très bien, mais on ne peut pas traiter ces patients sans un accompagnement. Il faut un accompagnement psychiatrique à côté, c'est indispensable. Donc avec un suivi médicamenteux, avec une baisse des posologies progressives en fonction du travail qu'on fait, et essayer de travailler en collaboration naturellement. On ne peut pas travailler seul avec des patients aussi abîmés. Cette notion de reviviscence répétitive, donc c'est vraiment un paradoxe. C'est-à-dire que d'un côté, on a la reviviscence, et de l'autre, on a l'évitement. La reviviscence, et ils revoient l'image en flashback. Donc ils sont sans arrêt en train de revivre l'élément traumatique, comme je vous l'évoquais tout à l'heure, comme moi aussi, quand je vous nomme le type qui se balance des Twin Towers et qui m'a traumatisé. Mais qui m'a totalement traumatisé. Il y a une reviviscence. Et probablement que ces images-là, c'est des images, si elles ne sont pas purgées le plus vite possible, elles vont s'enquister d'une certaine manière, et finalement, elles vont être une sorte d'accompagnement d'existence du patient. Et c'est là où on retrouve des éléments où éventuellement ça devient un marqueur d'ADN. C'est-à-dire que ça finit tellement par se développer que derrière ça se transmet. C'est vraiment impressionnant quand même. Donc il y a cette notion de reviviscence, je vous rappelle, l'évitement. Bien sûr, il y a des troubles de l'humeur, et d'où souvent cette auto-médication que ces patients se font avec l'alcool, avec les substances, parce que finalement ils vont chercher dans l'utilisation des substances quelque chose qui va inconsciemment et ou consciemment les apaiser, les sortir de cet enfer pour aller vers du plaisir. Parce qu'en général, la consommation de substances, il ne faut quand même pas oublier, c'est du plaisir, c'est pas du déplaisir. On se drogue, en tout cas dans l'imaginaire, pour avoir du plaisir, pas pour être en souffrance. Mais naturellement, ça devient un piège, ça enferme, ça isole, etc. Je vais plus vite. Est-ce qu'on est tous à risque par rapport au TSPT? Oui, on est tous à risque. Alors, comme on l'a vu, il y a des facteurs préexistants, et puis il y a l'événement. Et il y a le contexte. Facteur préexistant, événement en tant que tel, et le contexte post-traumatique. Donc, le contexte post-traumatique, c'est de bien sûr bénéficier d'une aide psychologique et d'avoir un soutien social et familial qui est précieux. Donc le traitement, c'est une prise en charge immédiate et sur le long terme. Mais plus on agit vite et plus on a des résultats probants, parce que plus on peut lutter contre cette fameuse extinction de la zone de la parole. Donc il faut avoir un déploiement assez rapide, et on se rend compte qu'avec ces patients-là, il y a en gros 4 semaines avant que la formation du verbe puisse exister pour évoquer le trauma. Donc sur les traumas lourds, on a 4 semaines d'attente. Ce qui est en général le temps de traitement médicamenteux de pouvoir s'installer. Du coup, on laisse le patient avec son traitement médicamenteux pendant 4 semaines, on l'accompagne de manière 1 fois ou 2 fois par semaine naturellement, et après, par contre, on augmente la fréquentation la fréquence des séances pour pouvoir vraiment l'accompagner, être un lien direct avec lui sur toute la prise en charge, et attendre et l'accompagner dans cette délivrance de parole.
Alors, les enjeux de la recherche, ils ont mis du temps, mais s'ils sont mis, c'est l'approfondissement de la compréhension des mécanismes neurobiologiques. Donc, bien entendu, c'est les neurosciences qui ont capté cette dynamique-là. C'est à nous de pouvoir aussi travailler dans ce sens, écrire et aller chercher des informations qui seront moins quantitatives, en général, que ce que les neuroscientifiques font. On a un programme de recherche qui est autour du 13 novembre, qui a été lancé par l'INSERM, toujours à partir d'une base de volontaires. Et on va avoir les éléments de réponse d'ici 2-3 ans. Donc c'est à guetter. Il y a l'EMDR naturellement qui est un peu sur lesquels on a de bons résultats pour pouvoir soigner ces patients. Les antidépresseurs, comme je vous l'ai dit, avec Deroxate, Divarius et générique, le Zoloft aussi dans certains cas, mais c'est surtout le Deroxate qui a la prédilection médicale, et on a toujours ce traitement avec les psychiatres. Voilà, en conclusion, ce que vous pouvez garder à l'esprit, c'est que le TSPT est toujours inattendu, soudain et brutal. C'est vraiment les 3 éléments qui le caractérisent. Inattendu, soudain et brutal. Plus il est évoqué tôt, plus le soin peut être efficace. On a un facteur génétique qui semble pour la majorité des cas favorable. Des outils concrets se développent qui vont en soutien au travail thérapeutique de la médication. Avec quelque chose qui s'appelle également, en plus de la médication, l'APA. L'APA, c'est l'aide physique adaptée. C'est-à-dire, en gros, c'est faites du sport, mais avec un cadre sportif. Donc l'APA, je ne sais pas si vous connaissiez, mais c'est assez nouveau. Et on se rend compte que le sport, probablement, alors je n'ai pas une grande connaissance sur cette fameuse aide physique adaptée, mais a priori, il y a de bons résultats. On peut imaginer que c'est aussi lié à la sécrétion d'endorphines. Naturellement, plus ils vont faire du sport, plus ils vont être dans un état où l'endorphine va pouvoir se manifester, et ça va créer de l'apaisement. Ce que je vous évoquais sur les consommations de substances, qui est souvent quelque chose qui va avec, hélas. Et ce fameux professeur, excusez-moi, je me suis trompé tout à l'heure, celui de l'imagerie médicale, c'est Van der Kolk. Si vous voulez voir sur Internet ses conférences, Van der Kolk, donc, qui lui préconise les MDMA associés à l'hypnothérapie. Naturellement, c'est délaissé par l'actuelle médecine, mais il est quand même extrêmement reconnu. C'est vraiment quelqu'un de très sérieux dans son domaine. Donc pour Van der Kolk, il y a également le yoga, qui peut être un système beaucoup plus efficace que les médicaments, afin de détendre le patient atteint de TSPT. Donc lui, il y va vraiment. Et en fait, le dernier point, c'est cette femme, Madame MacDonald, qui disait « Ramener le TSPT à un dysfonctionnement est une idée destructrice. On se trompe complètement en pensant que le TSPT est le signe d'une fracture psychologique. C'est le signe d'une volonté de survivre. » Naturellement, tous les patients qui ont un TSPT, ils sont dans une espèce d'instinct vital et de force de survie qui est absolument phénoménale. Merci Raphaël. Alors on peut peut-être prendre une question, si vous avez. Oui Bernard. D'abord, je voudrais te remercier pour ton intervention, puisque j'étais d'autant plus intéressé que tu en faisais retour à l'ancien syndrome de post-traumatique. Effectivement, je confirme un certain nombre de symptômes, bien qu'ils soient très graduels et il y a différents niveaux. Ça commence effectivement par des troubles du sommeil, des cauchemars, de l'hypervigilance, des troubles de l'alimentation, des problèmes addictifs, effectivement, des sensations,
pousser effectivement à avoir des conduites d'évitement et se réfugier notamment sur des épreuves, enfin sur je dirais des actions qui produisent de l'endorphine, effectivement, notamment au sport. Les problèmes de parole, vocaux, je n'avais jamais entendu parler, je pense qu'on est vraiment au stade ultime. Et moi je m'en suis sorti par la psychanalyse, donc c'était évidemment une bonne ouverture. Vient ma question, j'ai rien trouvé sur McDonald's. Aurais-tu une bibliographie ou quelque chose, des liens? J'ai préféré poser ma question devant tout le monde. T'as bien fait. Plutôt que de prendre à part. Non, mais t'as bien fait. Ça va être des ouvrages en américain. Il y a un bouquin de mémoire qui remonte à 1947. De McDonald's, ouais. J'essaierai de transmettre le lien. Mais c'est vrai que c'est difficile de trouver des ouvrages sur elle. Je suis d'accord. Ouais. Mais je vais poursuivre et je te dirai. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, allez-y, avec plaisir. J'ai une grosse voix, je vais parler. Ah, c'est bien. C'est pas véritablement une question, et peut-être les cliniciens pourront confirmer ou non ce que je vais dire, mais à une autre échelle, je crois, ce TSPT et la façon dont vous l'avez présenté, c'est-à-dire en une fois, en one shot ou de manière répétée, je pense qu'on peut le retrouver pour un enfant, quand il y a quelque chose qui se passe dans la vie d'enfant, que ce soit un viol ou quelque chose de très grave, je pense qu'il peut avoir je pense, ouais. Je n'ai pas l'expérience de cela, il peut avoir le même effet, en fait, à la fois en une fois, un gros événement, et peut-être aussi de manière répétitive. Oui, absolument. En fait, c'est une bonne remarque. Les passerelles entre... finalement, le paradoxe, c'est que les passerelles sur la vie civile sont arrivées de la vie militaire. C'est-à-dire qu'on a enfin compris la portée de la violence d'un trauma. Et en la graduant, c'est vraiment un hyper-trauma, c'est un TSPT. Et bien entendu, sur la violence pour un enfant, elle est totalement dans la description que vous en faites. Et elle peut être en une fois, mais elle peut être aussi, si j'ai bien compris votre remarque, en plusieurs fois. C'est-à-dire comme Je pense qu'effectivement, quelque chose de répété pourrait avoir... Absolument. Et c'est tout le boulot qui est en train d'être fait en ce moment même sur la communauté afro-américaine, ou même à travers le racisme. C'est-à-dire qu'on pourrait... le racisme ambiant, le racisme quotidien qu'il peut y avoir aux États-Unis, il y a vraiment quelque chose qui s'apparente au TSPT. C'est-à-dire que ça va extrêmement loin. Donc oui, bien sûr, par rapport à un drame sur un enfant, c'est un marqueur, un ou plusieurs drames. Excusez-moi si je peux me permettre. Oui, Sonia, vas-y. Dans certains cas, parce que j'ai eu le cas, il y a aussi autre chose qui parle, parce que j'ai eu le cas dans mon cabinet, il y a aussi autre chose qui se met en place, alors je ne sais pas si c'était spécifique ou pas, mais j'ai remarqué ça, donc c'était pour quelqu'un de jeune, et si vous voulez, c'était pas un gros trauma, c'était une répétition, et en fait, dans le laps de temps de la répétition, on va dire le patient, la victime, dans ce cas-là, il va créer aussi une angoisse sur un fantasme qui va se créer, parce que lui, il sait que ça va retourner à nouveau, et le problème du coup, c'est que vous vous trouvez face à une réalité, donc qui est ce qui est arrivé, mais en même temps, vous avez le fantasme qui va créer, parce qu'il ne faut pas oublier que la peur accentue. Bien sûr. Et en plus de ça, vous avez aussi le souci que cette peur va d'une certaine façon avoir l'idée de dire tiens, je vais trouver telle solution, qui est un échec, parce que de toute façon, parce qu'il est plus fort, parce qu'il est plus grand, parce qu'il est plus directe, vous avez un échec, donc vous vous retrouvez en plus avec un fantasme
qui vous amène à un échec dans la réalité. Alors plus loin que ça, Donc ça se complique. je suis d'accord. Et j'ai entendu récemment qu'effectivement tout dépend de la capacité de l'individu, notamment à refouler. S'il arrive à refouler, il entre dans une névrose, si j'ai bien compris. En revanche, s'il n'arrive pas à refouler, là on penche du côté de la psychose. Et là on arrive à des états de délire, d'hallucination, voilà, tout ce qui relève Des fois, quand vous l'avez en séance, vous vous posez la question si c'est du vrai, si c'est du fantasme. Vous avez un doute sur ça. Et le problème, c'est que vous êtes tous les deux. Vous n'avez pas demandé à une personne qu'est-ce qui s'est passé. Donc, c'est pas évident par la suite aussi. Surtout, je ne sais pas chez les adultes, mais chez